Prête pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Et je reçois aujourd'hui Sophie Vanier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la présidente de La Ruche, date de création 2008. C'est à la fois un incubateur, un organisme de formation. Présentez-nous La Ruche. Avec plaisir. En effet, la ruche, elle se définit au pluriel. Oui. Vous avez raison, on a plusieurs métiers. On s'est créé en 2008 dans l'envie de promouvoir un entrepreneuriat plus responsable, de bon sens, donc ce qu'on appelle l'entrepreneuriat impact. Et puis on a, autour de ça, développé différents métiers d'animation de communauté. Donc on anime des entrepreneurs dans cette idée qu'on est plus fort ensemble. On les accompagne. Avec des mentors, des workshops collectifs, des formats aussi individuels, avec de l'expertise, vraiment pour les aider à développer leurs idées, leurs projets, et parfois même à aller lever des fonds. Et puis on accompagne les compétences, donc vous le mentionnez, on est aussi un organisme de formation, parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi des compétences spécifiques, et aussi quand on entreprend dans l'impact, il y a aussi des petites spécificités, et donc on est aussi un organisme de formation. Une entreprise à impact, un entrepreneur ou une entrepreneur à impact, c'est quoi pour vous? Ça signifie quoi? Alors, ça signifie qu'on a une double finalité dans son projet. Et je parle de projet parce qu'on peut avoir une entreprise, une association, un collectif et être entrepreneur à impact. Et cette double finalité, c'est répondre à un enjeu de société. Donc, il y a souvent une réponse à un enjeu d'intérêt général. Mais aussi aller chercher une dynamique entrepreneuriale, une pérennité économique, cette envie d'avoir une proposition de valeur et d'être dans cette posture entrepreneuriale. Donc finalement, l'entrepreneuriat impact, je crois que c'est avant tout une posture, celle de chercher des solutions et donc d'être vraiment un trouveur de solutions pour résoudre des problèmes de société. Il y en a pas mal, donc on a besoin d'entrepreneurs à impact, clairement. Cette notion, cette idée d'impact social, depuis quand ça a toujours fait partie de vos choix professionnels. Depuis quand c'est important pour vous? Moi, c'est vrai que je suis un peu tombée dans la marmite. Quand je suis sortie d'études, moi j'avais fait du droit initialement, avec cette envie d'aller vers le droit de l'environnement. Puis j'ai fait une école de commerce en me disant je vais pouvoir faire plein de choses en faisant du commerce. Et c'est en études, en échange en Australie, que j'ai découvert ce qu'on appelait la responsabilité sociale des entreprises. Donc aujourd'hui, tout le monde connaît la RSE, mais c'était donc en 2010, c'était moins connu. Et c'est vrai que là, je me suis dit, c'est génial, on peut être dans une logique d'entreprise et aussi dans une logique d'engagement. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris qu'on pouvait être un professionnel engagé. J'avais jamais vraiment su qu'on pouvait être à la fois engagé dans une carrière. Et donc moi, c'est en 2010, donc j'ai croisé le chemin d'un des cofondateurs de La Ruche. J'ai commencé à travailler avec lui, puis ensuite on a lancé les programmes d'incubation pour La Ruche. Avec plus de 20 programmes d'accompagnement, plus de 4000 entrepreneurs accompagnés, 16 espaces, vous êtes présents à Paris, en région. Programme d'accompagnement, je m'arrête là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez des exemples de programmes d'accompagnement qu'on peut un peu détailler? Oui, en fait, La Ruche, on a vraiment cette volonté de donner du pouvoir d'agir aux gens. Soit sur les enjeux qui les révoltent, réchauffement climatique, inclusion, etc. Et ils pensent à des solutions et on va les accompagner à les mettre en œuvre. Donc, à vraiment, c'est quoi cette idée? Est-ce que ça peut devenir une entreprise ou pas? Est-ce que c'est plutôt une association? Est-ce qu'il peut y avoir une viabilité? Qui sont mes partenaires stratégiques? Quel est mon rôle, moi, dans ce projet? Et donc, le programme d'accompagnement, c'est vraiment cette idée d'accompagner toutes les stades clés d'un projet, la personne et son équipe. Et puis, c'est aussi le pouvoir d'agir sur sa propre vie. Et donc, on travaille beaucoup, nous, avec les publics qu'on appelle sous-représentés dans l'entrepreneuriat. Donc, des chômeurs de longue durée, on a un programme pour entrepreneurs réfugiés, on a des programmes d'entrepreneuriat pour les femmes, dans les quartiers prioritaires de la ville, pour plein de gens qui sont un peu éloignés des dispositifs d'accompagnement et pour lequel l'entrepreneuriat peut être une façon de se remobiliser, de se rapprocher de l'emploi et puis aussi de créer son propre emploi. Et donc là, on va travailler avec le Réseau pour l'emploi, France Travail, avec tout un tas de partenaires aussi sur le territoire pour aider la personne, l'accompagner à se poser la question de ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle sait faire aussi, et mettre les jalons, faire un plan d'action et puis lancer petit à petit son projet.
Depuis sa création, 2008, comment la ruche a évolué? C'était une association? C'est devenu une entreprise? C'est un peu les deux? Ouais, c'est ça, on dit les deux, mon colonel. Nous, c'est assez spécifique dans l'entrepreneuriat impact. On appelle ça des modèles hybrides. C'est-à-dire qu'on a une association, qui était l'association historique de 2008, et qui perdure toujours et qui porte les programmes les plus militants, on va dire. Voilà, on a 2 incubateurs pour entrepreneurs réfugiés qu'on porte avec un assureur et sa fondation qui s'appelle The Human Safety Net. Et donc là, c'est vrai que c'est l'association qui porte ce programme. On va chercher des subventions. Ouais. Les programmes sont entièrement gratuits pour les personnes. Donc ça, c'est l'association. Et cette association, elle a créé une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est une entreprise qui a un label. Et ce label, il s'appelle ESUS. Et ça veut dire entreprise d'utilité sociale et solidaire. Et cette entreprise, elle a des activités plus commerciales. Donc l'activité coworking, l'activité de formation. Et donc là, c'est ce qu'on appelle social business. Avec cette tribune que vous aviez publiée dans Les Échos, dans laquelle vous dites « Les entrepreneurs sociaux font souvent preuve de frilosité quant à leurs engagements politiques, mais ils y sont quotidiennement confrontés. Les fondements de l'entreprise sociale sont bel et bien politiques, la création d'emplois, l'insertion professionnelle, l'inclusion, la distribution de la valeur. » Est-ce que d'une certaine façon, ce que je comprends, un entrepreneur social, il fait de la politique par son engagement? Oui, il fait de la politique avec un grand P, dans le sens où il agit vraiment dans le sens de la cité, de la politique, puisque en effet, il crée de l'emploi, il s'engage souvent dans l'entrepreneuriat social pour une valeur partagée, pour l'inclusion. Et donc c'est une politique qui n'est pas une politique partisane, mais qui défend un modèle de société. Et c'est là aussi parfois où l'économie sociale et solidaire et les entrepreneurs à impact, ils appellent aussi un peu les politiques pour avoir une plus forte vision finalement, on a des politiques économiques, mais c'est quoi notre économie politique? Mais ces entrepreneurs sociaux, ces entrepreneurs à impact, est-ce qu'ils ne sont pas naturellement plus sollicités par des... alors on est en pleine campagne des élections municipales, on vote dans 3 mois, par des candidats qui sont plutôt à gauche, plutôt écologistes, qui vont venir et qui vont dire « Ah tiens, t'es un entrepreneur à impact, soutiens-moi ». Alors oui, tout à fait, c'est vrai. Après, c'est vrai que nous, on a un enjeu de faire bouger toutes les lignes. En tout cas, c'est vrai que nos idées, on a envie qu'elles n'appartiennent pas que à tel ou tel parti politique. À tel ou tel parti, puisqu'en fait, le bon sens, il appartient à tout le monde, entre guillemets. Et parfois, c'est là où c'est le plus dur, où il faut porter les messages les plus forts, et pas forcément là où on sait qu'on a déjà des valeurs communes et un socle commun. Mais on pourrait considérer que la ruche ou des mouvements qui représentent l'entrepreneuriat à impact s'engagent en politique. Et disent voter pour tel ou tel. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça a été une grande question au moment de la dissolution, en juin 2024. On s'est beaucoup mobilisé en se posant la question, quel est notre rôle avec cette montée de l'extrême droite, de cette dissolution? Et donc, il y a eu des choix qui ont été faits. Et je sais que la ruche, on a vraiment fait un choix d'appeler au vote, de rappeler les valeurs qu'on défendait et de clairement amener les gens à se mobiliser pour lutter contre cette montée d'extrême droite et pour, du coup, directement protéger les valeurs de partage, d'entraide, d'inclusion, de diversité, d'accueil, qui nous sont chers. Alors, la ruche, c'est aussi une sorte de vigie, de point d'observation des grandes tendances de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui émerge pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voyez sortir là des créations d'entreprises, des demandes qui vous sont faites? Alors c'est vrai qu'on a une sorte de vigie. Après, on aime bien aussi faire le jeu de la boule de cristal, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de ça aussi. On est dans un monde qui est en train de se renouveler, qui est extrêmement en train de changer, dans une incertitude économique, politique, qu'on n'a jamais vraiment vécu avec nos 15 ans d'existence. On est un peu dans quelque chose de très nouveau. Et on voit plein de choses hyper intéressantes émerger et qui nous ramènent vachement aussi à nos valeurs de début. Donc dans les premières tendances qu'on voit émerger, et c'est un peu une lame de fond depuis déjà quelques années, mais là ça devient de plus en plus fort, c'est le retour de la proximité,
du local. De l'ancrage local. De l'ancrage local. D'accord. Et c'est pas un repli sur soi, c'est plutôt une nécessité de retourner dans les lieux, donc dans les espaces de coworking qui avaient été un peu désertés à un moment du tout télétravail, du tout à distance. Là, les gens reviennent dans les espaces de coworking, vont chercher du lien, ont envie de consommer local. Même dans la grande distribution, on l'a vu, les grands magasins sont devenus de plus en plus locaux dans les villes, dans les cœurs de bourg. Et donc, on le voit aussi chez nos entrepreneurs à impact, cette envie d'avoir des solutions locales, très ancrées sur le territoire. Et en 2026, je pense qu'on va avoir beaucoup de solutions en milieu rural qui ont des territoires qui ont été un peu oubliés, on va le dire. Bien sûr, ouais. Et donc là, il y a un grand appel à manifestation de la Banque des territoires qui remet la ruralité, les montagnes au cœur du sujet. Et donc ça va être très intéressant parce que là, on va tous se mettre en ordre de marche pour chercher des solutions, innover, faire ensemble. Ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est aussi cette notion de collectif, parce que quand on est chef d'entreprise, souvent on se sent assez seul pour prendre des décisions dans plein de domaines différents, toutes ces décisions qui passent par celui ou celle qui dirige l'entreprise. Est-ce qu'il y a cette notion de collectif aussi, ou de recherche de collectif que vous voyez ? Oui, tout à fait. Et ça, c'est une tendance qui émerge aussi très fortement. Déjà, les incubateurs, on observait qu'on accompagnait moins des équipes seules, donc ce qu'on appelle des solo-entrepreneurs, et on cherchait plus à accompagner des équipes, puisqu'on sait qu'en fait, en équipe, on va plus loin, plus vite, etc. Mais c'est vrai aussi au sein de l'écosystème. Et en fait, dans l'entrepreneuriat impact, c'est évident qu'on ne peut pas régler les problèmes seul. Et si on parle par exemple de territoire et de ruralité, il y a tout un tas de freins à lever. La fracture numérique, les enjeux de mobilité, les enjeux de formation. Et donc, c'est bien en se coopérant et en créant des dynamiques de parcours, tous ensemble, qu'on va pouvoir accompagner au mieux les personnes. Et donc 2026, ce sera vraiment le temps de la coopération. Mais donc, et ça aura deux vertus, pour les personnes et pour les structures. Parce qu'on sait que le secteur associatif est très aussi malmené. Et en fait, en coopérant, on crée aussi de la mutualisation, de l'entraide. Et donc c'est vrai que vous avez raison, la coopération, elle est majeure, mais il faut des espaces pour ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est on peut avoir des chefs d'entreprise qui sont dans un rayon de 50 km, mais qui vont jamais se croiser. Alors il y a des espaces qui se créent, il y a des réseaux, il faut rejoindre les réseaux d'entrepreneurs, et il y en a en fait un peu partout sur les territoires. Donc voilà, et puis il y a les tiers-lieux, il y a une grosse dynamique de tiers-lieux aussi, qui sont des lieux où on peut venir se rencontrer, apprendre ce que fait l'autre et imaginer des synergies. Alors il y a une autre tendance, ce sont les métiers du care. Déjà, le constat, quel constat vous faites sur quoi ? Sur des entreprises qui se créent, des reconversions vers les métiers du care ? Alors nous, le constat qu'on fait, c'est pas forcément que les métiers, mais c'est la notion du prendre soin, qui est une notion qui est émerge énormément avec tous ces enjeux, des risques psychosociaux, et puis avec... on a conscientisé tous les enjeux de santé mentale des dirigeants. Donc il y a vraiment quelque chose qui a émergé en 2025, aussi avec cette année autour de la santé mentale. Et finalement, même si c'est pas passé grand-chose, avec les changements de gouvernement, on n'a pas vu beaucoup d'actions concrètes liées à la grande cause. D'ailleurs, c'est pas un hasard si elle a été prolongée en 2026. Exactement, mais ça a essaimé des graines. Et je pense qu'il y a eu un vrai éveil de conscience, et dans les entreprises, et chez les dirigeants, chez les salariés. Et en fait, tout le monde a envie de prendre plus soin de soi-même, des autres. Et donc, c'est aussi dans la façon dont on va entreprendre, où aujourd'hui, on se pose aussi des vraies questions sur la charge mentale, la charge de travail. Et le fait de faire ensemble vient aussi nourrir cette envie de faire mieux. Et dans aussi ce qu'on appelle un peu l'écologie de soi-même. C'est-à-dire, avant, on avait des entrepreneurs qui se cramaient, qui travaillaient 50 heures semaine. Il y avait un peu cette idée de il faut travailler à fond, très tôt le matin, très tard le soir. Et c'est ça, un entrepreneur. Et en fait, ça change beaucoup. Et donc ça, on le voit aussi émerger chez nos entrepreneurs à impact. Et alors, vos programmes d'accompagnement, ils vont dans ce sens-là ? C'est-à-dire, vous avez des programmes spécifiques pour soutenir des transitions professionnelles vers le care, vers les métiers du care ? Oui, tout à fait. On a, déjà, c'est vrai qu'on a de plus en plus de programmes autour du care et de la santé. Donc là, on accompagne
un projet qui s'appelle Boardicare. Ouais. Donc c'est une application avec une intelligence artificielle pour venir outiller des personnes borderline. Et donc ça, c'est quand même des sujets assez nouveaux, en plus d'aller chercher l'intelligence collective pour venir créer des outils pour les patients. Donc on a des projets qui émergent comme ça. Et aussi, nous, dans nos programmes, on va aider nos entrepreneurs à prendre soin d'eux, à prendre soin de leurs équipes, même parfois à prendre soin de leur famille. Et donc on va créer un espace, des outils pour prendre conscience de ce qui est important pour nous. Et puis on a beaucoup parlé avant de la vie pro et de la vie perso, cet équilibre, qui était parfois juste équilibre vie pro-perso, une question. Et maintenant, c'est vraiment un axe fort dans les programmes. Alors, il y a une tradition dans cette émission, c'est que l'invité du Grand Entretien pose une question à un invité de la semaine suivante. À votre place, la semaine dernière, il y avait Nicolas Petit, le président du groupe FAS. Voici sa question. Bonjour Sophie. Alors moi, je travaille dans le secteur du bâtiment qui subit des grandes transformations liées à la transition environnementale avec des contraintes réglementaires qui augmentent. Et puis, on a aussi de vraies difficultés de main-d'œuvre. Alors ma question est simple, c'est quelles opportunités cela peut ouvrir pour créer des entreprises à impact ? Alors, je reprends la question de Nicolas Petit sur est-ce qu'une période de transformation comme celle-là, de mutation, c'est une opportunité justement pour les métiers à impact. Est-ce qu'on voit plus de métiers à impact ou d'entrepreneurs à impact se lancer dans ces périodes-là ? Alors c'est clairement une opportunité. En plus, c'est vrai qu'il y a des réglementations. On l'a beaucoup vu avec la loi Egalim qui a encadré l'usage du plastique à usage unique. Donc ça a créé beaucoup d'entrepreneurs qui ont inventé des solutions pour, dans l'alimentation, partir avec une cuillère en bois, une cuillère comestible, il y a eu plein de choses. Et donc en effet, ça peut être fécond d'innovation, donc ça c'est vrai. Ensuite, il ne faut pas se cacher qu'en ce moment c'est quand même dur. On n'a pas de budget, vous le disiez tout à l'heure quand on se parlait, donc il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Donc il faut pas être... il faut être assez pragmatique. Oui, il y a des opportunités, mais en un moment, on est quand même un peu en attente qu'il se passe quelque chose sur les budgets. Et spécifiquement dans le secteur du bâtiment, notamment du groupe FAS, c'est un secteur à métier à impact ? En tout cas, c'est vrai qu'il y a une marche pour créer de l'impact et transformer son métier énorme. Et ce que j'entends, c'est aussi il y a un manque de main-d'œuvre énorme. Et donc c'est là où c'est intéressant, c'est que nous, la Ruche, on a deux piliers. On a créé une économie plus responsable et une économie plus inclusive. Et quand on dit ça, c'est que la transformation, l'impact, elle se fera pas sans tout le monde. Et dans tous les sujets des métiers en tension, mais c'est vrai dans le bâtiment, dans la restauration, dans les aides à domicile, il faut qu'on aille chercher des personnes qui sont pas en emploi aujourd'hui, qu'on les sensibilise à ces métiers-là, qu'on leur montre le sens et qu'on les forme. Et donc, oui, c'est une question et une opportunité pour les entrepreneurs à impact, mais ça se fait avec France Travail, avec les entreprises, et donc c'est que des solutions qui sont forcément tripartites pour créer les chaînes de j'apprends, je connais le métier, je suis formée, et à la fin j'ai un métier clé en main pour y aller. Alors vous observez une autre tendance, c'est le repreneuriat. Bon, je comprends à peu près le mot, mais je veux bien que vous me le définissiez, de quoi on parle. Alors c'est vrai que la reprise d'entreprise, c'est un vrai sujet. Je crois que là, dans les 10 prochaines années, il y a 700 000 entreprises à reprendre, qui sont parfois et souvent des entreprises parce que les dirigeants arrivent à la retraite, parce que c'est le moment pour eux de passer à autre chose, et que naturellement, il n'y en a qu'un tiers qui trouve des repreneurs. Et donc là, il y a déjà une tendance de dire, d'un point de vue démographique, il y a un vrai sujet à trouver les repreneurs de ces entreprises. Et en fait, c'est un fort impact de reprendre une entreprise parce que ça sauvegarde des emplois, ça permet de poursuivre le développement économique de ces projets-là. Donc je pense qu'il y a à nous aussi des incubateurs de s'emparer du sujet de la reprise. Et puis, il y a une tendance aussi que les entrepreneurs d'il y a 15 ans, qui étaient les entrepreneurs à impact, on en voit beaucoup qui ont passé la main sur leur projet et dans leur nouvelle envie d'entreprendre, ont envie de reprendre des entreprises et d'y ajouter plus de les modifier, parfois même de les transformer, de transitionner. Et une entreprise qui exportait beaucoup, une entreprise de tissu, de dire mais comment en fait on
localise ces boîtes, comment on crée plus d'impact. Et donc, il y a une génération d'entrepreneurs qui étaient on va dire les pionniers de l'impact en 2010, qui, en 2025, ont envie de reprendre des boîtes et de les transformer, et c'est ultra intéressant. Avec des enjeux de transmission des savoir-faire, notamment. Et ça, vous les accompagnez, ces transmissions ? Il y a un énorme enjeu de transmission, oui, et beaucoup d'humains, en fait. C'est vrai qu'il y a l'enjeu humain avec le cédant, avec les équipes qu'on récupère, avec les clients, les fournisseurs. Et donc ça, c'est un métier qu'on découvre, nous, à La Ruche, parce que pour l'instant, on a souvent accompagné des entrepreneurs qui voulaient développer leur solution. Oui, créer leur entreprise. Exactement. Et là, c'est très différent. Ça existe déjà et je vais reprendre. Et donc, en effet, ça s'accompagne un peu différemment et notamment beaucoup sur les enjeux humains. Et donc, il y a plein de bonnes pratiques à partager. Et puis, il y a surtout parler avec d'autres gens qui ont fait la démarche avant. Puisque nous, on croit toujours beaucoup au pair à pair. Donc, tout à fait. On parle de beaucoup de micro-entreprises accompagnées par La Ruche. Et bien, ça aussi, de plus en plus. On sait qu'en 2024, c'était 1 million de nouvelles entreprises créées, donc une grande majorité de micro-entreprises. Et ce qu'on observe, donc nous, pour vous donner quelques chiffres, on oriente environ 12 000 personnes par an autour de l'entrepreneuriat et on en accompagne 5 000. Et donc parmi ces 5 000, il y en a un certain nombre qui sont micro-entrepreneurs. Et cette année, on a une vague de micro-entrepreneurs qui se posent la question de leur responsabilité sociétale. Et c'est intéressant parce que la RSE a souvent été plutôt au niveau des grands groupes, c'était des sujets de marque, il y avait des obligations, etc. Et puis là, de voir des solo-entrepreneurs, des micro-entrepreneurs qui se posent la question de leur impact, du choix de leurs fournisseurs, des valeurs qu'ils veulent mettre dans la façon dont ils déploient leurs services, et ben moi, je trouve que ça me fait beaucoup de bien parce que dans un moment où on a l'impression que ça bouge plus tellement à un niveau plus gros, plus corporate, etc., ça nous rappelle que le collectif et la masse, le volume, et de dire si tous ces entrepreneurs ils reprennent conscience qu'ils peuvent avoir un impact, c'est de là peut-être où il peut y avoir un changement systémique. Et qu'est-ce qui est en train de changer ? C'est-à-dire que auparavant, cette envie de mettre du sens. Oui, auparavant on se disait bon, de toute façon, je crée une micro-entreprise, donc mon impact est micro et ça rentrait pas dans la grille de lecture, alors qu'aujourd'hui ça rentre dans la grille de lecture. Exactement, ça rentre dans la grille de lecture et ça rentre aussi dans cette envie de mettre du sens, de faire les choses bien, de s'aligner entre son métier et ses valeurs. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a accompagné pendant, par exemple, très longtemps sur le secteur de la cosmétique. Des gens qui se lancent en cosmétique. Et en fait, là, tout le monde a envie d'utiliser des produits locaux, a envie d'avoir des offres aussi plus inclusives. On se rend compte que les réflexions que nous, on avait à une échelle de société, les micro-entrepreneurs se la posent aussi. Mais est-ce qu'on en voit et que c'est plus du coup juste une façon de créer son propre emploi, oui, j'ai bien mais compris, aussi d'avoir un impact. Mais est-ce qu'on en sent les effets sur l'économie locale ? Je reviens au point de départ de notre discussion sur cet ancrage local. C'est-à-dire que est-ce que cette économie locale, elle devient de plus en plus sociale et solidaire d'une certaine façon ? Est-ce que vous voyez ce modèle-là grandir ? Alors pour pas tant que ça. Non, mais c'est un signal faible que j'observe parmi les 5000 candidatures qu'on a, donc c'est peut-être pas représentatif de tout ce qui se passe, mais on sait quand même que généralement ces signaux faibles, ils sont synonymes d'un changement sociétal. Et donc oui, je pense que, et sur les territoires, je suis bien sûre qu'ils les voient, ces entrepreneurs-là qui ont envie justement de mieux s'investir sur leur territoire. Donc on peut appeler de nos voeux, en tout cas, que si ça bouge pas au niveau des grands groupes, en tout cas pas aussi vite qu'on le souhaite, il y a quand même toutes des citoyens, des citoyennes, des entrepreneurs, des micro-entrepreneurs qui ont pris la conscience des enjeux et qui, à leur propre échelle, aussi essayent de les résoudre pour eux-mêmes, parce que c'est important, mais aussi ça a un impact direct sur tout leur écosystème. Un dernier thème, il nous reste un peu moins de 2 minutes. Je voudrais qu'on parle de vulnérabilité. On a reçu sur ce plateau Alexandre Fayeul qui livre un témoignage dans son livre sur sa propre histoire. Vulnérable. On parlait de care, de la santé mentale.
Est-ce que vous voyez des entrepreneurs, hommes ou femmes, accepter d'être vulnérables, alors qu'avant, c'était presque un gros mot. Il fallait, au contraire, ne jamais montrer ses failles. Alors, dans l'entrepreneuriat à impact, je pense qu'on a toujours su qu'on était vulnérable. On a des modèles économiques très fragiles, on est toujours en train de chercher à retrouver une rentabilité, on est entre des subventions, des prestations, donc je pense qu'on l'a toujours su. Mais on ne le disait pas forcément parce que ça faisait peur. En fait, aujourd'hui, on peut dire que c'est vrai qu'on est vulnérable, et comme on le sait, eh ben, on va chercher des solutions pour créer des modèles plus robustes. Et il y a eu deux tendances qui sont apparues en même temps. Dire la vulnérabilité, c'est vrai qu'on est très enclin aux politiques publiques, à l'écosystème, à l'inflation, tout ça, ça a des impacts directs aussi sur nous. Mais du coup, on va aller chercher des modèles plus robustes. Et donc aujourd'hui, on va être moins dans un monde de start-up, aller chercher de la surcroissance. Mais on va plutôt être dans un modèle de se dire comment on va chercher de la pérennité durable et sur le long terme. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette vulnérabilité, elle vient pas seule, mais elle vient avec cette envie de créer des modèles de robustesse économique et du coup des modèles plus pragmatiques. Et nous, c'est vraiment notre travail maintenant à La Ruche, c'est d'essayer d'accompagner le pragmatisme, à la fois pour les leaders, parce qu'ils sont dans une certaine incertitude, et pour les modèles économiques, en disant il faut pour survivre, il faut être robuste et pragmatique. Merci beaucoup, Sophie Vanier. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup, c'est Smart Ideas.